Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. On va pouvoir commencer. Voilà, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Thomas Fertin, qui est responsable et qui est directeur du développement de la partie corporate finance chez nous, les métiers qui tournent autour de la fusion-acquisition, la cession d'entreprise, l'acquisition, et qui va développer aujourd'hui la conférence sur le LBO. Et moi-même, qui suis président de WeDoIn Corporate Finance et directeur général de WeDoIn Gestion Privée. Bonjour à tous, donc Thomas Fertin, je dirige l'activité Corporate Finance au sein du groupe WeDoIn. Notre rôle, c'est donc de conseiller des chefs d'entreprise dans tout ce qui va être opération capitalistique au sens large. WeDoIn Corporate Finance s'inscrit au sein du groupe WeDoIn pour pouvoir gérer tout ce qui est opération capitalistique pour les entreprises. Donc ça va de l'augmentation de capital à l'acquisition de cibles et également à la vente d'entreprises. Donc on va gérer tout ce qui est gestion de la stratégie financière de l'entreprise au sens large, aussi bien dans son développement que à la fin du développement, quand on a un dirigeant qui a un certain âge et qui souhaite céder son entreprise. Donc on est une équipe de 6 personnes pour pouvoir gérer ces opérations-là. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants dans la construction de ce modèle. Ce matin, on est là pour parler du LBO, donc Leverage Buyout. C'est un anglicisme pour parler du fait de faire un effet de levier sur de l'acquisition d'entreprise. Un peu comme l'immobilier, le principe est le même, c'est que pour gagner du temps, quand une entreprise va en acheter une autre ou quand un particulier veut acheter une entreprise, on va aller générer une dette dite senior, c'est-à-dire qu'elle est prioritaire sur toutes les autres dettes en cas de défaut, pour aller acheter une entreprise. Les effets de levier qu'on peut escompter dans le milieu de l'entreprise, ce sont des effets de levier qui sont un peu inférieurs à l'immobilier. Grosso modo, pré-Covid, on pouvait prétendre à des effets de levier de 95%, 90%. Ça y est, ça marche. Attendez. Est-ce que vous voyez... Bon, c'est pas grave. Donc, l'effet de levier, pré-Covid, on pouvait prétendre à 95% de financement, 90% de financement. Aujourd'hui, post-Covid, on constate sur le marché que les effets de levier sont moins importants, sont moins forts. Les banques marquent l'expérience du Covid, qui fait que toutes les opérations qui étaient un peu tendues en termes de finances ont eu des difficultés en période de Covid. Donc aujourd'hui, les effets de levier sont plus souples, c'est-à-dire qu'on est sur les banques demandent un apport d'à peu près 25%. Donc le principe est simple. Vous avez une entreprise, on va dire l'entreprise A, qui est à vendre. L'entreprise A qui est à vendre, elle a un prix, on va dire, de 1 million d'euros. Un individu, Monsieur X, veut acheter cette entreprise. Monsieur X va créer une société pour racheter l'entreprise, on va dire holding projet A. Il va apporter du capital au sein de cette société, donc son effet de levier. Donc là, on va partir sur l'hypothèse de 250 000 euros d'apport. Et le solde sera donc financé via la dette, donc à 75%. Là, on a pris un effet de levier de 1 pour 4 pour pouvoir acheter l'entreprise. Donc, il va acheter 100% des titres de la fameuse entreprise, de la cible, de Société A. Donc, Monsieur X, avec ses 250 000 euros, il va acheter une entreprise qui vaut 1 million d'euros.
Sauf que c'est pas tout, il s'est endetté de 750 000 € pour pouvoir faire cette opération. Donc comment est-ce qu'il va pouvoir rembourser ces fameux 750 000 €? Et bien, à la fin de chaque exercice, on va faire remonter des dividendes qui vont permettre de rembourser la dette senior. Donc là, je vous parle d'apport, de valorisation d'entreprise, etc., etc. Il y a un élément qui est un peu important qu'on va introduire dans cette présentation, et on y reviendra un peu plus dans une autre présentation dans la prochaine, c'est la notion de valeur d'entreprise. Parce que valeur d'entreprise et valeur des titres, parce que c'est quelque chose de très important. Là, je viens de vous dire, on va acheter les titres de l'entreprise, on va acheter l'entreprise, elle vaut 1 million d'euros. Comment est-ce qu'on détermine ce prix-là? Quelle est la différence entre la valeur d'entreprise et la valeur des titres? C'est assez simple. En fait, la valeur d'entreprise, c'est la valeur de l'outil économique pour ce qu'il représente. C'est en fonction de la valeur qu'il est capable de générer au sein de son modèle économique. Je m'explique, vous avez une usine, vous avez des grosses machines dans lesquelles vous injectez du plastique, par exemple, pour faire des pièces. Eh bien, c'est votre capacité à aller chercher des clients, à aller injecter votre plastique et à faire de bonnes marges qui fait qu'à la fin de l'année, vous allez avoir un résultat net a priori positif. Et donc, on va calculer la valeur économique de cet outil industriel par rapport à sa rentabilité. Sauf qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez fait que la moitié du chemin. Parce que vous avez la valeur de l'outil économique, très bien. Sauf que quand vous achetez une entreprise, parce que je ne parle pas de fonds de commerce, vous achetez également la valeur du bilan. Et au bilan, vous avez un certain nombre de choses. Vous avez de la trésorerie, vous avez certains actifs, et vous avez surtout un truc qui s'appelle la dette. Et vos banquiers ne vont pas vous oublier, même si le dirigeant change, le banquier ne vous oublie pas. Et si vous avez 1 million de dettes dans une entreprise, eh bien, on va vous demander de rembourser le million de dettes, en plus de l'acquisition que vous faites. Donc, si je résume, la valeur d'entreprise, c'est X fois la rentabilité de l'outil de production. Donc voilà, suivant si c'est une usine, une société dans l'informatique, une société de conseil, etc., etc., c'est le X qui va varier. Ça nous donne donc la valeur d'entreprise. Cette valeur d'entreprise-là, on va la netter, on va faire des additions et des soustractions par rapport à la valeur financière de l'entreprise, c'est-à-dire que la plus ou moins-value au bilan de l'entreprise. Pour schématiser, je vous l'ai fait très simple. Finalement, ce qu'on va aller netter, c'est la trésorerie de la société, moins les dettes financières, parce qu'il faudra les rembourser quoi qu'il arrive. Le schéma, c'est si aujourd'hui je dois rembourser par anticipation toutes mes dettes, combien est-ce qu'il me reste une fois que j'ai fait ça sur les comptes? Donc on a la valeur de l'outil économique, la trésorerie excédentaire de l'opération, et ça nous donne la valeur des titres. La valeur des titres, il y a un moyen très simple de s'en souvenir, c'est le montant du chèque. Je veux acheter 100% de projet A, et bien je fais un chèque d'1 million d'euros. C'est la valeur des titres de projet A. Bon, là je vous l'ai expliqué un peu de manière un peu plus précise, mais ça reste le même principe. Vous avez votre chiffre d'affaires, vous avez votre rentabilité, on va aller calculer la valeur X, qui est donc mon multiple de ma rentabilité moyenne. Et ici, donc j'ai ma valeur d'entreprise plus mes trésoreries, moins mes dettes, ça fait la valeur des titres. Si par exemple, on a 10 000 euros de trésorerie excédentaire et 0 € de dette, et bien ma valeur d'entreprise qui était de 54 devient 64. Et si j'ai 2 000 euros de dette, de trésorerie pour 40 000 euros de dette, et bien ma valeur des titres, donc pour acheter ce projet-là, pour acheter cette société-là, il ne me reste plus que 16 000 euros à débourser. Parce qu'en fait, c'est 16 000 euros à débourser, plus les 38 000 euros de dette qu'il reste. Donc le LBO, c'est quoi? C'est on valorise une entreprise, on dit qu'elle vaut 1 million d'euros, et je vais aller faire un effet de levier via une holding pour racheter cette entreprise. C'est pas moi, personne physique, qui vais m'endetter à titre personnel, c'est moi, personne physique, qui vais apporter mes capitaux dans une holding qui va elle-même s'endetter pour pouvoir racheter la cible qui est en dessous. Il y a différents types de LBO, en fait. Il y a ce qu'on appelle le MBO. Donc le MBO, le Manager Buyout, c'est quand les salariés de l'entreprise rachètent l'entreprise à leur patron. Donc ça c'est simple, ils sont salariés, ils créent une holding entre eux, ou d'ailleurs un individu tout seul peut le faire,
cette holding va s'endetter et on va racheter les parts de son patron. C'est le même principe, simplement. Ça a une appellation spécifique parce que c'est le contraire du MBI, le management buy-in. Le management buy-in, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment sur les dossiers, c'est quand un individu, moi par exemple, demain je veux acheter Projet A, je n'ai rien à voir avec Projet A, je n'y ai jamais travaillé, personne ne me connaît, etc., etc. Et puis je vais aller, en tant qu'individu, racheter cette société, toujours le même principe, je crée une holding via mon apport de capitaux et je fais s'endetter cette holding envers une banque pour racheter ce qu'il y a en dessous. C'est exactement le même principe. La seule différence, c'est que je viens de l'extérieur, d'où le buy-in, je rentre dans l'entreprise. L'OBO, c'est un système qui est assez spécifique. En fait, c'est un peu comme un refinancement immobilier. Le principe est assez simple. Je suis propriétaire d'une société et je veux faire la liquidité de mon capital, de mon investissement. Et bien, moi, personne physique, je vais vendre les parts que je détiens dans mon entreprise à une holding qui va elle-même s'endetter pour racheter cette fameuse société. La seule différence, c'est que j'étais propriétaire à titre personnel de cette société et je deviens propriétaire à titre personnel d'une holding qui va racheter la société. Si vous avez bien compris, ça a une grande vertu, c'est qu'en fait, techniquement, vous versez 7 ans de dividendes d'un coup. Donc, pour une société qui vaut 1 million d'euros, grosso modo, vous allez vous verser un chèque à vous-même de 750 000 euros pour racheter votre propre entreprise. Et donc, ça a cette vertu économique-là. L'inconvénient, c'est que vous allez vous endetter de 750 000 euros et c'est une dette qu'il va falloir rembourser. Donc, ce mécanisme économique, financier, existe pour des entreprises qui sont largement établies, qui sont matures, qui ont toujours eu une preuve de rentabilité pour pouvoir convaincre les banquiers. Parce que les banquiers sont là pour financer les opérations. Le débat n'est pas là. Néanmoins, quand c'est pour un enrichissement personnel du dirigeant qu'on va aller générer une dette, c'est un peu plus compliqué à aller chercher que pour aller acheter des voitures ou une machine de production qui va vous permettre de développer économiquement votre entreprise. Dernier point, c'est le BIMBO. Alors le BIMBO, c'est un hybride en fait du MBO, du MBI et de l'OBO. C'est un concept assez simple. En fait, je suis dirigeant, je veux partir à la retraite et je veux vendre à mes salariés. Sauf que au sein de mes salariés, il n'y en a pas un qui a le profil de dirigeant d'entreprise, de dirigeant d'entreprise, de gérant. Et bien, je vais aller chercher un gérant de l'extérieur qui va créer une holding de reprise dans laquelle mes managers à moi vont pouvoir investir. On va aller faire une dette, mais c'est toujours pas suffisant parce que comme c'est que des individus et pour des sociétés, les repreneurs individuels peuvent prétendre à des acquisitions de 0 € de valeur à peu près 2 millions d'euros. Au-delà de 2 millions d'euros, ça commence à devenir un peu compliqué. Et au-delà de 2 millions d'euros, surtout, ils se rentrent en confrontation avec des industriels du secteur, certains petits fonds d'investissement, etc., qui ont des moyens beaucoup plus importants qu'eux, mais des projets entrepreneuriaux qui ne sont pas des projets de vie. Ça reste des investissements. Ce qu'on constate au final, c'est que le LBO, c'est une famille de 4 segments qui finalement, suivant les acheteurs et les vendeurs, ceux qui rentrent dans l'opération et ceux qui sortent, ont plusieurs appellations. Mais l'idée générale, c'est de refinancer par de la dette. Voilà, exactement. Donc, c'est de faire un effet de levier financier. Pour vous faire une mise à jour du LBO, pour vous expliquer, parce que, bon, vous avez compris que le principe, c'est d'acheter une entreprise via un effet de levier de dette, mais pour un investisseur, par exemple, pour quelqu'un qui va investir dans le FCPR de WPME, l'objectif, c'est de pouvoir financer des opérations en capitaux pour maximiser l'effet de levier des opérations. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer le levier financier qu'il y a pour les porteurs de projets, pour ceux qui vont faire l'investissement en capital au sens propre. Donc, vous avez ici donc l'opération. Donc, on finance, c'est le même montage que tout à l'heure,
c'est 250 000 euros d'apport pour 750 000 euros de dette pour aller financer 1 million d'euros de valeur des titres. Donc ça, c'est l'opération de base. Au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc pendant 3 ans, j'ai acheté une entreprise, elle commence à rembourser sa dette. Là, on en est déjà à la première annuité qui a été dégagée, la deuxième annuité qui a été remboursée, la troisième annuité qui a été remboursée. On a une situation de dette qui généralement, on a remboursé 20-25% de la société, enfin de la dette. Et là, on prend une hypothèse isopérimètre, c'est-à-dire que la société n'a pas généré de valeur ni de plus-value, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans? On a un TRI, le taux de rentabilité de l'opération, est de 31% par an. Ça, c'est le taux de rentabilité de l'opération. Comment est-ce que ça s'est schématisé? En fait, j'ai remboursé de la dette, donc je n'ai plus que 438 000 euros de dette. J'ai fait des fonds propres, donc j'ai 562 000 euros de fonds propres. Donc j'ai fait un multiple de 1,2 au bout de 3 ans. Je n'ai rien fait, je n'ai pas créé de valeur, j'ai simplement remboursé ma dette. C'est tout, uniquement ça. Au bout de 5 ans, j'ai donc une situation en fonds propres de 778 000 euros pour une dette de 222 000 euros. Ma société vaut toujours 1 million d'euros. Je n'ai pas créé de valeur. Je la maintiens telle qu'elle. Je n'y touche pas, entre guillemets. Je la maintiens au même niveau de rentabilité. Je suis à 25,5 points de TRI annuel, le taux de rentabilité annuel, c'est-à-dire qu'en année 1, j'ai fait 25,5% de mes 100 d'investissement. Et bien l'année 2, j'ai 25,5 de mes 125 d'investissement de l'année d'avant, etc., etc. C'est cumulatif, ce qui fait une croissance exponentielle. J'ai un multiple donc de 2,1. Si au bout de 5 ans, je vends la société que j'ai achetée, je rembourse mes dettes, j'ai fait 2,1 multiple. Et en 3e année, même principe, je rembourse mes dettes, j'ai remboursé intégralement mes dettes, je suis propriétaire à 100% de mon million d'euros d'entreprise que je n'ai pas plus développé que ça, et bien j'ai fait x3 de multiples. C'est ce qu'on voit ici. En fait, c'est ça la vertu de cet effet de levier, c'est qu'en fait sur une période de temps assez courte, de 7 ans, qui est d'ailleurs la période d'investissement du FCPR, et bien si on finance à 250 000 euros des achats d'entreprise, techniquement, au bout de 7 ans, sans avoir rien fait envers la cible, eh bien on fait x3. Ce qui est un bel effet de levier, un beau multiple. Bien entendu, plus l'apport est petit et plus la dette est importante, plus l'effet de levier est important. Mais voilà, là c'est une opération normale, classique, post-Covid, post-confinement au pluriel. C'est des effets de levier auxquels on peut prétendre. Je vais maintenant passer la main à Richard Chantreau, qui est donc une entreprise dans laquelle le FCPR a investi pour justement pouvoir financer son développement. Il a fait lui-même 2 opérations de LBO, et du coup il va pouvoir nous en parler un petit peu, nous présenter la valeur ajoutée de ces opérations-là pour son entreprise, pour son groupe, qui va vous donner un avis plus chef d'entreprise que conseil financier. Bonjour à tous, merci pour cette invitation et toute cette présentation. Je vais vous faire un petit retour très pragmatique de mon expérience. J'espère que vous m'entendez. Oui, tout le monde t'entend très ça. Parfait. La première opération que l'on a faite, nous, sur ce système, c'est quand on a voulu créer notre propre entreprise, on a racheté un fonds de commerce, un tout petit fonds de commerce qui nous a permis d'avoir une activité afin de lancer la partie investissement sur le développement de la société. Donc ça s'est fait il y a maintenant près de 7 ans, avec lequel on a pu
développer une structure assez rapidement, de multiplier son chiffre d'affaires aujourd'hui par à peu près 6 à 7 dans l'évolution, en tout cas, de cette année. La deuxième opération pour le choix de développement, on avait besoin d'acquérir des compétences et des activités complémentaires à notre société, en tout cas sur la première activité qui était la partie groupe électrogène. Et on avait besoin d'acquérir des compétences beaucoup plus larges sur la partie électricité industrielle. Sans rentrer dans le détail, il nous fallait, pour nous, si on devait le faire de notre propre fait, le plan d'investissement aurait été beaucoup plus long et très certainement beaucoup plus cher. Ce qu'on a recherché, en fin de compte, c'est une cible à notre portée, donc une PME, ayant toutes les compétences qu'on recherchait. L'avantage de cette opération qu'on a faite il y a maintenant près de 6 mois, les premiers effets se font assez rapidement ressentir sur les recherches de marché beaucoup plus importants auxquels on associe les deux structures. On a commencé à en avoir quelques-uns et le bénéfice se fait très rapidement ressentir sur notre développement, sur nos capacités aussi d'investissement finalement. La première crainte qu'on pouvait avoir, c'est de ne plus avoir cette capacité justement d'investir et de faire évoluer la société cible et notre société, en tout cas la première. Mais aujourd'hui, le ratio est plutôt intéressant, en moins sur cette première année. Donc forcément, il y a toujours un intérêt de faire développer les deux structures et surtout faire développer les propres activités des deux structures, tout en recherchant des marchés plus importants. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une belle marge de progression et qui devrait nous amener à une évolution de la structure assez rapide. Aujourd'hui, on maintient des chiffres d'évolution chaque année à 2 chiffres, qui est plutôt pas mal, même en cette période de crise sanitaire. Voilà, pour à peu près ma petite présentation, en tout cas de la structure. Si vous voulez que j'expose d'autres points, n'hésitez pas à me... En quelques chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, Smilair faisait à peu près 650 000 euros de chiffre d'affaires quand Richard l'a récupéré il y a 7 ans. On est arrivé, on a fait un premier investissement en fonds propres de 380 000 euros pour renforcer les fonds propres et accélérer la croissance du groupe. 2 ans après, alors qu'il faisait 1,4 million de chiffre d'affaires quand on est rentré au capital de Smilair. Donc une croissance forte. Aujourd'hui, il fait toujours sur le périmètre de Smilair 35 à 40 points de croissance interne en allant chercher des nouveaux marchés. Donc ça, c'est sa force, se développer sur le commercial et pouvoir consolider et absorber des nouvelles activités. Et en parallèle, Richard a fait des croissances externes, donc en rachetant la société Pfourc dans un premier temps, donc sous forme d'un LBO, ce qui lui a permis d'agréger 2 millions de chiffre d'affaires supplémentaires. Et donc quand il y avait 7 ans, il faisait 650 000 euros de chiffre d'affaires quand il a racheté la structure. Si on cumule la croissance interne plus les LBO qu'il a fait, on arrive aujourd'hui à agréger un chiffre d'affaires autour de 6 millions d'euros. Voilà, ça c'est sans compter les perspectives de croissance. On a à peu près 3 cibles en vue avec Smilair de rachat. Donc, on est évidemment dans le confidentiel, mais on est sur des sociétés qui sont plus importantes, qui sont complémentaires en termes de business, qui sont aussi complémentaires en termes de géographie, parce que l'idée étant de mailler le territoire et pouvoir répondre à tous les appels d'offres sur son marché
principales qui sont les groupes électrogène et électricité, sachant que ce sont des sociétés qui sont réellement plus grosses, dont une qui fait 15 millions de chiffre d'affaires, tandis que Smiler fait que 6 millions aujourd'hui. Et pour cette opération, si elle se réalise, effectivement, il y aura besoin de consolider les fonds propres, de faire rentrer du fonds propre, et on en revient à l'idée aujourd'hui de se dire, de toutes les façons, pour alimenter une forte croissance, il y a la croissance interne, mais il y a aussi le biais de la croissance externe, et pour ça, il faut solidifier les fonds propres, d'où l'importance de drainer de l'épargne vers les PME françaises. C'est-à-dire qu'il y a des PME qui vont mal et qui ont besoin d'aide, de consolider leurs fonds propres pour pouvoir tenir les coups durs. Il y a aussi des sociétés comme Smiler qui font quasiment x2 tous les ans avec leur croissance interne et croissance externe, et qui ont besoin de fonds propres supplémentaires pour tout simplement alimenter leur croissance et continuer à créer de la valeur et des emplois. On peut peut-être passer à la phase de questions, si vous avez besoin de compléments d'information, quelques précisions. Pareil concernant la société Smiler, si vous avez envie qu'on accentue sur un point donné. N'hésitez pas à partager que ce soit sur le LBO. Alors, on a beaucoup de dossiers, on a une vingtaine de dossiers en cours sur notre partie WeDoIn Corporate Finance, que ce soit des chefs d'entreprise qui veulent céder leur entreprise et pour différentes raisons, pour un départ à la retraite, pour une reconversion, pour prévoir l'avenir ou pour faire un cash out tout simplement. On a effectivement des cédants qui cèdent leur entreprise. On a aussi des acquéreurs structurels comme Richard qui sont en permanence dans un objectif de développer leur société parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils ont un actif de qualité, qu'ils ont la motivation. Ils veulent acquérir des nouvelles entreprises pour consolider leur groupe. Donc on a une vingtaine de mandats, soit à l'achat, soit à la cession sur WeDoIn Corporate Finance. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez dans votre entourage des gens qui veulent céder leur entreprise, on a cette compétence, on peut les accompagner dans leur cession. Surtout que le modèle aujourd'hui est en train d'évoluer, le marché de la transaction d'entreprise est en train d'évoluer. Alors on a une question. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Finissez peut-être, finissez. Alors je finis très vite, mais c'est simplement pour dire que anciennement, pour moi ça fait un certain nombre d'années que je fais ce métier. Avant, l'âge moyen de nos cédants était entre 59 ans pour les plus pressés et on a un record à 84, mais bon, ce sont les exceptions qui ne font pas les règles. Cette année, post-Covid, beaucoup de dirigeants d'entreprise en ont un peu marre parce que entre les gilets jaunes, les grèves, les Covid, les confinements, etc., aujourd'hui, on a une moyenne d'âge de cédants de 54 ans. Hier encore, j'étais avec un cédant qui a 52 ans, qui se dit voilà, moi j'ai passé toutes les crises, tout va bien, ma boîte elle est saine, elle est stable, mais j'en ai un peu ras-le-bol, j'ai envie de faire autre chose, avoir un peu moins de pression et j'ai envie de faire ma liquidité et partir faire mon rêve d'enfant qui est d'ouvrir un restaurant ou autre chose, faire du tourisme, etc. Donc aujourd'hui, les cédants se sont considérablement rajeunis. Il y a énormément de cédants qui ont entre 50, 52 et 57 ans. Alors, la question, si la question, en fait, j'en ai deux, mais la première, c'est est-ce que vous constatez que les multiples dans les valorisations, donc dans la partie VE, valorisation d'entreprise, est-ce qu'ils sont comme sur le marché coté en forte croissance? Et la deuxième question qui est plus technique, je ne sais pas si vous pourriez répondre, mais là, vous avez fait des simulations où il y avait un crédit bancaire pur, mais pas d'apport de fonds. J'ai l'impression, je voyais pas où intervenaient les gens comme vous, je suppose en fonds propres, et que le crédit bancaire, restait
rester utilisés. Mais qu'est-ce qui se passe quand les titres finalement, que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, qu'on n'arrive donc pas à rembourser capital et intérêt? Comment se manifeste le phénomène de dilution qui peut être dans les deals que vous faites si justement la rentabilité n'est pas au rendez-vous et que le scénario ne se réalise pas? Auquel cas, comment vous prenez le contrôle, ou comment se fait la dilution du fondateur et de l'actionnaire principal? Voilà, c'était mes deux questions. Alors déjà, dans les apports. Sur les multiples, déjà. La première question. Alors attends, la première question. La première question, c'était les ratios. Oui. Est-ce qu'il y a plus de comment on appelle ça, le price earning? Est-ce que les ratios avaient été multipliés comme sur les marchés cotés? Alors aujourd'hui, les valorisations sont à la hausse. Oui, tout à fait. Le marché évolue et a rarement été aussi haut aujourd'hui. Alors attention, on est sur un marché non coté. Il y a beaucoup les éléments principaux du marché sont cachés. 90% du marché de la transaction d'entreprise aujourd'hui se fait de gré à gré. Et donc, on apprend qu'un tel a été vendu. Donc, c'est assez compliqué à valoriser. Notamment, cependant, il y a EY qui a publié un livre blanc de la transaction d'entreprise de manière trimestrielle. Et le dernier trimestre est sorti là, il y a 2 ou 3 semaines. Les valorisations d'entreprise aujourd'hui, alors en moyenne en France, pour des opérations à plus de 20 millions d'euros de transactions, aujourd'hui la moyenne de la rentabilité c'est 11,2. Alors attention, c'est une moyenne, c'est par rapport aux personnes qui ont bien voulu donner les multiples, et c'est par rapport à des opérations dont EY a eu vent. Donc, ça n'est pas l'ensemble du marché. Mais néanmoins, on remarque qu'il y a une certaine tendance à la plus grosse valorisation des entreprises. Je m'explique. Comme dans toutes les crises, les riches sont encore plus riches et les pauvres sont encore plus pauvres. C'est-à-dire que ceux qui étaient déjà un peu en difficulté avant Covid ont eu le PGE et aujourd'hui sont sous perfusion. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne m'aventurerai pas sur ce marché-là, sur ce débat-là. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises zombies. Par contre, ceux qui étaient bien portants, qui avaient déjà de la trésor, qui ont fait un PGE en plus de leur bonne situation et qui en plus ont fait de la croissance, Similaire en est le bon exemple. Similaire a fait une croissance encore importante en 2020. En 2021, ils sont toujours en phase de croissance. Et en plus de ça, si vous faites un PGE, vous avez de l'excédent de trésorerie. En théorie, vous n'êtes pas censé investir avec. Dans la réalité des faits, il y en a quand même qui le font. Et donc, il y a beaucoup de capitaux qui sont sur les marchés. Les banques continuent de financer. Donc, mécaniquement, les prix montent. Nous, on a beaucoup de monde sur nos dossiers actuellement. C'est ce qui fait justement que c'est la loi des enchères. Donc, les prix sont à la hausse. Après, il y a toujours un rappel à l'ordre, c'est que le banquier ne finance pas la dette senior si la valeur est trop élevée, si le risque est si c'est trop tendu sur le montage, quoi. Donc voilà, il y a toujours au moment de la finalisation du closing, le banquier qui dit non, moi je finance pas ça. Et si c'est pas finançable, l'opération se fait pas. Concernant la deuxième question, donc l'apport, nous on a parlé d'apport au sens large. Bien entendu, là c'était très schématique, c'était 1 million d'euros, 25% d'apport, etc., etc. Quand on est sur des opérations un peu plus conséquentes, à 3, 4, 5 millions d'euros, généralement, il faut qu'il y ait un apport en fonds propres venant de l'extérieur, par exemple un fonds d'investissement et par exemple WPME, par exemple. Nous, on vient en soutien pour la partie capitaux, pour aller chercher l'effet de levier de dette. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'était pas rentré dans ce niveau de détail-là, mais grosso modo, c'est en haut du tableau, vous voyez capitaux, ça peut être du fonds, ça peut être l'entrepreneur, ça peut être l'entreprise, ça peut être X et Y, mais c'est des capitaux. On fait la distinction entre le capital, qui est de l'argent qu'on investit dans l'espoir de faire faire une plus-value en faisant prendre de la valeur à l'entreprise, et ensuite vous avez de la dette, vous générez de la dette, vous remboursez de la dette via des intérêts et du capital, et voilà. Ça, c'est pour rentrer. Ensuite, si demain, il y a une difficulté pour rembourser la dette,
Alors, WPME, en tous les cas, en ce qui concerne le fonds d'investissement qu'on a créé en partenariat, ce fonds d'investissement n'a pas vertu à devenir majoritaire et à prendre la main sur les entreprises. Quoi qu'il arrive, on investit et on va essayer de maximiser les chances de réussite du projet. Donc pour ça, c'est déjà une opération de confiance. On ne confie pas les fonds à n'importe qui. On fait des audits préalables aux opérations, bien entendu, que ce soit de l'audit de l'entreprise, mais également l'audit du dirigeant. On passe beaucoup de temps avec nos dirigeants pour essayer d'évaluer leur capacité à aller chercher de la croissance et à bien gérer les fonds. Et ensuite, en période de problème, eh bien, notre entreprise intervient en tant que conseil. Alors, on peut être amené à faire jusqu'à du restructuring. Généralement, il y a déjà beaucoup d'étapes en amont, mais on ne laisse pas, on n'investit pas sur la tête de quelqu'un et dans 5 ans pour voir comment ça se passe. On est très proche de nos entreprises, on est très proche de nos dirigeants. Monsieur Chantreau peut en témoigner. On est là quand ça va bien, mais on est aussi beaucoup là quand ça va mal. Et le but du jeu, c'est d'activer un maximum de leviers pour aller chercher de la rentabilité, pour rembourser les dettes et générer de la valeur pour pouvoir, quand le fonds d'investissement sortira, pouvoir faire une plus-value. Effectivement, la première chose, c'est d'être le plus près du dirigeant pour pouvoir générer les opportunités de croissance et aussi trouver les solutions quand il y a des soucis. Si ça devait mal se passer, évidemment, tout est encadré par un pacte. Le fonds, effectivement, n'est pas majoritaire, mais si les clauses du pacte ne sont pas respectées, dont le remboursement de la dette senior n'est pas respecté, dans ce cas-là, on a une option pour diluer le dirigeant avec l'obligation convertible générale. Pour répondre à Didier. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, donc, mais l'obligation convertible, elle est parce que vous rentrez au capital au début, non? Vous êtes en equity? On est en equity, on peut souscrire une obligation convertible avec un taux de Ah oui, d'accord, sur une partie. Et voilà. c'est cette obligation qui vous servira à diluer en cas de non-remboursement de... Scalable uniquement si le pacte n'est pas respecté, si les remboursements ne sont pas respectés. Et voilà. Alors après, sur notre premier fonds, on avait fait des échéances de sortie du capital. Sur le deuxième fonds, ce ne sera pas le cas parce qu'il y a de la dette senior et que la dette senior n'est pas... on ne peut pas aller chercher de la dette senior avec un pacte qui prévoit des mouvements de capitaux tous les ans. En fonds propres. Donc l'idée, c'est de se dire, on se donne une clause de rendez-vous quand la dette senior sera résorbée et on fera rouler le capital pour pouvoir sortir. Ok, merci. Avec plaisir. Donc on a Monsieur Gendron qui pose une question. Si la société ne génère pas de dividendes l'année 4 par exemple, donc pas de remontée sur le holding, quel impact pour les deux sociétés ? Alors, c'est un peu ce qu'on vient de résumer. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des difficultés dans la période? Bon, je saute sur l'occasion. L'année 4, généralement, on a déjà remboursé 3 ans, donc on a déjà remboursé à peu près 25% de la dette. On peut essayer de demander du report à son banquier. Ce qui est certain, c'est que quand il y a des difficultés dans l'entreprise, on a beaucoup de leviers pour aller chercher de la trésorerie. Alors, techniquement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais on peut actionner des outils court terme pour aller financer. Par exemple, je parle d'annuité très souvent parce que très souvent, les LBO, au lieu de payer mois après mois comme un crédit personnel, généralement, on fait une échéance annuelle qui fait mal quand elle tombe, mais par contre, on peut bénéficier de la trésorerie sur la période. Donc, on peut demander des décalages pour pouvoir rembourser ces fameuses annuités afin d'avoir, par exemple, du crédit de trésorerie du court terme pour pouvoir financer ces opérations-là. Mais c'est pas parce que le banquier n'est pas payé une fois qu'il va dire bon allez, on arrête tout, on liquide la société et puis on arrête. Généralement, il y a des enjeux importants dans ces opérations-là pour tout le monde. Donc il y a pour avoir fait un peu de restructuring, il y a des négociations qui peuvent être menées avec les organismes bancaires pour justement essayer de ne pas arriver à des points de rupture comme celui-ci.
Je vous propose de clôturer la réunion et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et si vous avez soit des opportunités de session dans votre entourage, soit des personnes qui veulent participer à des LBO, et dans ce cas-là, on a les fonds qui participent au financement de ce type d'opération. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bonne journée, au revoir.